Bonjour à toutes et à tous, la rédaction Immobilier Lefebvre Dalloz est ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 minutes d'arrêt en droit immobilier consacré à la sous-traitance dans les marchés de travaux. Les dispositions de la loi de 1975 relatives à la sous-traitance visent à protéger le sous-traitant en cas d'impayé. L'entrepreneur principal, qui sous-traite tout ou partie de son marché, doit constituer des garanties de paiement en faveur du sous-traitant. Les deux garanties possibles sont la caution et la délégation de paiement. Lorsque la garantie fournie est une délégation de paiement, la Cour de cassation confirme que le délégué est toujours le maître de l'ouvrage, même en cas de sous-traitance en chaîne. C'est-à-dire que le sous-traitant de l'entrepreneur principal doit déléguer le maître de l'ouvrage au paiement de son propre sous-traitant. En l'espèce, le sous-traitant de premier rang avait délégué l'entrepreneur principal au paiement du sous-traitant de second rang. Le sous-traitant de second rang avait adressé ses factures à l'entrepreneur principal qui lui avait refusé le paiement. Refus validé par la Cour de cassation. Pour l'application de la loi relative à la sous-traitance, le maître de l'ouvrage est toujours celui qui a conclu le marché avec l'entrepreneur principal. La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue l'entrepreneur au paiement du sous-traitant de second rang n'est pas une délégation de paiement au sens de cette loi. Une délégation de paiement entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant de second rang aurait été possible si l'entrepreneur avait donné son accord. Elle aurait alors été soumise aux dispositions des articles 1336 et suivants du Code civil. La fourniture de l'une des garanties de paiement au sous-traitant est obligatoire. Un contrat de sous-traitance conclu sans garantie encourt la nullité. Il s'agit d'une nullité relative que seul le sous-traitant peut demander. Attention, cette nullité peut toutefois être couverte par la confirmation du contrat par le sous-traitant. C'est la solution retenue par un autre arrêt. En l'espèce, le sous-traitant se plaignait du non-paiement d'un surcoût et de travaux supplémentaires. Il demandait la nullité du contrat pour non-fourniture des garanties légales par l'entreprise principale. La Cour d'appel rejette sa demande en retenant qu'il a volontairement exécuté le contrat en connaissance de sa nullité du fait de l'absence de délivrance de la caution. Elle considère qu'il a confirmé le contrat et ne peut plus se prévaloir de sa nullité. La Cour de cassation valide. Le contrat de sous-traitance peut faire l'objet d'une confirmation en application de l'article 1182 du Code civil. Cette confirmation peut être expresse ou tacite si elle résulte de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant de nullité. La fourniture des garanties incombe à l'entrepreneur. Pour autant, la loi oblige le maître de l'ouvrage, quand il a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier qui ne lui a pas été présenté, à mettre en demeure l'entreprise de fournir la garantie obligatoire. L'inaction du maître de l'ouvrage constitue une faute qui participe au préjudice du sous-traitant et pour laquelle il peut engager sa responsabilité. Lorsque le maître de l'ouvrage s'est abstenu de mettre en demeure l'entreprise de lui présenter le sous-traitant, un arrêt retient que son manquement fait perdre au sous-traitant le bénéfice de l'action directe. Son préjudice doit s'apprécier par rapport à ce que le maître de l'ouvrage devait payer à l'entreprise à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Cet arrêt précise que si le contrat de sous-traitance n'a pas été annulé, le sous-traitant ne peut pas prétendre à d'autres sommes que celles prévues par ce contrat pour l'indemnisation du coût des travaux. En revanche, un autre arrêt récent retient que le sous-traitant qui a été présenté au maître de l'ouvrage, mais qui ne bénéficie pas de garantie de paiement, a droit au paiement complet du solde de ses travaux, peu importe que certains travaux supplémentaires n'aient pas été acceptés par le maître de l'ouvrage. Il en résulte que le préjudice réparable est égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une garantie avait été fournie et celles effectivement reçues. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit immobilier.